Ce numéro de Tokukino est le premier de 2026, une année qui promet d'être chargée en annonces, en programmes et en événements pour tous les fans de tokusatsu un minimum renseignés. L'une des grandes traditions des sagas et franchises interminables du genre, c'est de fêter en grande pompe les anniversaires des séries qui ont bercé l'enfance de tous les Japonais depuis des décennies. Et cette année, on fête deux grands anniversaires, les 60 ans de Ultraman et les 55 ans de Kamen Rider, et aussi les 60 ans de Daimajin, mais ça n'intéresse bien que l'auteur de cette chronique. Pour célébrer l'occasion, l'équipe a choisi de revenir sur un héros dont on a déjà un peu parlé au fil des émissions, histoire de le présenter un peu plus en profondeur. Il est évidemment question de Kamen Rider, qui forme avec Ultraman et les Super Sentai une trinité des séries tokusatsu les plus iconiques du Japon. Et des trois, Kamen Rider est de loin la meilleure. Pour celui qui écrit ces lignes, moi j'ai pas d'avis. Kamen Rider apparaît sur le petit écran en 1971, sur la chaîne NET, depuis connue sous le nom de TV Asahi, et produite par la Toei. La série a été conçue par un des grands noms du tokusatsu, Ishinomori Shotaro. Mangaka et showrunner de renom, il est responsable d'une multitude d'œuvres cultes du genre. On le présente souvent comme le papa de Kamen Rider, qu'il a suivi sur toutes les séries de l'ère Showa. Il a aussi été dans les coulisses de la création de Goranger, la première série Super Sentai, Kikaider, Robot Keiji, Inazuman, et il a écrit le célèbre manga Cyber 009 en 1964, qui établira de nombreux codes du genre. Bref, on parle d'un gars qui a rempli le frigo et la grille des programmes de la Toei et de TV Asahi durant plus d'une décennie. Kamen Rider reste son plus grand succès, la série étant presque à elle seule responsable du deuxième grand boom du tokusatsu des années 70. Cette série culte, diffusée entre 71 et 73, s'est vue accompagnée d'un manga éponyme d'Ishinomori. On a tendance à penser que la série adapte cette dernière, mais en réalité les deux coexistent, et seul le début du manga est réellement similaire à la série télévisée, qui en réalité tire plutôt ses racines dans un autre manga d'Ishinomori, Skullman. Kamen Rider nous raconte l'histoire de Hongo Takeshi, interprété par le grand Fujioka Hiroshi, à savoir Segata Sanshiro en personne. Un jeune motard kidnappé par la mystérieuse organisation Shocker qui cherche à en faire un soldat mutant de plus à ajouter à leur rang pour dominer le monde. Mais Takeshi s'échappe avant de se faire laver le cerveau. Et maintenant qu'il est devenu un surhomme capable de se transformer en cyborg sauterelle, il endosse l'identité de Kamen Rider, qu'on peut traduire par cavalier masqué. Il chevauche sa moto modifiée Cyclone et se lance dans une croisade pour détruire Shocker et sauver les innocents pris entre leurs griffes. Kamen Rider va devenir un véritable phénomène au Japon et sera le début d'une longue série de chevaliers en armure d'insectes. Se rattachant plus ou moins au canon de la première série, chaque nouvelle itération a son propre ton, ses propres thèmes, son équipe créative et son canon, le tout parfois relié par des crossovers ou des caméos, mais qui gardent toujours un ensemble de tropes et une imagerie similaire entre les séries. Les motos, les séquences henshin, le fait que le pouvoir des Riders sont liés d'une manière ou une autre à l'organisation maléfique qu'ils affrontent, ou encore le fameux Rider Kick, coup le plus puissant de l'arsenal d'un Rider. On peut découper la franchise Kamen Rider en plusieurs périodes différentes. D'abord l'ère Showa, qui s'étend de la première série Kamen Rider de 1971 au diptyque Kamen Rider Black RX de 1987. Une période où la série trouve ses fondements esthétiques et thématiques, avec une propension à montrer des héros tragiques, solitaires, qui doivent sacrifier ce qu'ils ont de chair pour rester bons et moraux. Certaines séries de cette époque sonnent presque comme des westerns, où l'on remplace les flingues par le karaté et le cheval par la moto. Après Black RX, qui a été moins bien reçu que Black, les choses se corsent pour la série. Le public cible se désintéresse un peu du tokusatsu et l'éclatement de la bulle économique japonaise en 1991 n'aide pas. La série entre alors en pause et la franchise ne sort que 3 films en direct to vidéo. Cependant, ces 3 films, G, Zeto et Shin Kamen Rider Prologue, s'inscrivent dans un grand retour triomphant du cinéma d'exploitation des années 90 sur le territoire nippon. La trilogie, bien qu'inégale, devient un terrain d'expérimentation pour la sauterelle, puisant dans toute l'énergie créatrice sauvage de leurs contemporains. On peut même y trouver du Tsukamoto Shinya là-dedans. La série fera son retour triomphant en 2000 avec Kamen Rider Kuuga, la première série produite sans Ishinomori, mort en 98. L'ère Heisei va réinventer totalement Kamen Rider. Une psychologie plus poussée, moins de merchandising, du moins au début, une narration plus lente et posée, et un questionnement sur la violence et le pouvoir. Bon, sauf Kabuto, qui est super, mais qui n'est qu'une démonstration d'aura farming sur 50 épisodes.
Dans cette période, chaque série va se concentrer sur un thème central, qui servira de gimmick aux riders de la série. Après Kamen Rider Decade, qui met fin à cette période, on passe à une phase où s'enchaînent les séries plus optimistes, au design plus flashy, mais qui gardent en son sein des thèmes plutôt sérieux, où l'on parle de la guerre ou du capitalisme sous couvert de métaphores. Depuis Zero, on est dans l'ère Reiwa, qui s'inscrit dans la continuité de la précédente, mais en plus sobre, on va dire. Mais du coup, une question se pose. Quand on n'y connaît rien, par où commencer ce monument de la pop culture japonaise ? Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Commencez par la série avec le thème que vous trouvez le plus cool, ou par le rider qui a le meilleur design, et lancez-vous. Évidemment, chacun nos préférences. Ici, à Tokukino, on a nos favoris. La série d'origine, Black, Kyuga, Ryuki, Kabuto, W, Zetto, Build, et même Zets, actuellement en cours. Mais pour la recommandation, on a choisi une série un peu hors sujet, qui semble être une bonne introduction pour un occidental qui ne s'y connaît pas vraiment. Et pour ce faire, il faut revenir en 2021, à savoir l'anniversaire des 50 ans de la franchise. Et oui, on y revient. Pour les 50 ans donc, nous les fans de Kamen Rider, on a vraiment bien mangé. Pour l'occasion, la Toei a annoncé l'anime Futopi, qui adapte le manga éponyme, suite de W. C'est aussi la première annonce de Shin Kamen Rider d'Anno Hideaki, possiblement la meilleure œuvre de la franchise, pour celui qui a écrit ces lignes. Mais j'avoue, j'ai kiffé aussi. Et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Kamen Rider Black Sun. Kamen Rider Black Sun est une série de 2022 en 10 épisodes, sortie partout dans le monde sur Amazon Prime le 28 octobre 2022. Et le peu que l'on puisse dire, c'est que c'est une sacrée équipe qui s'en charge. Elle est réalisée par Shiraishi Kazuya, un nom pas très connu par chez nous. Vous en avez peut-être entendu parler de son film de Yakuza, Koronochi, qui a fait un peu parler de lui, ou de Goban Geri, sorti chez nous l'an dernier sur un ancien samouraï joueur de Go, et qui n'était pas très bon. Mais ici, Shiraishi a su s'entourer correctement. Pour l'aider à la production, il a fait appel à Higuchi Shinji, un grand nom du tokusatsu contemporain qui a fait ses débuts dans le retour de Godzilla. Il a notamment beaucoup travaillé avec Anno Hideaki, sur presque tous ses projets depuis Gunbuster. Il a surtout co-réalisé le fantastique Shin Godzilla avec Anno, et il a réalisé le non moins fabuleux Shin Ultraman. Si vous avez 10 minutes devant vous, jetez-vous sur son court-métrage Giant God Warrior Appears in Tokyo. Ça vaut vraiment le coup. Bon, son live-action de Attack on Titan pue sa mère, mais on peut pas tout gagner. Et pour compenser, son remake de Super Express 109 est super. Tout ça pour dire que niveau production value, Shiraishi ne s'est pas trompé. Le casting aussi est prometteur. On y retrouve quelques comédiens qui ont bossé avec Higuchi sur la série des Shin. Et le rôle principal est tenu par Nishijima Hidetoshi, qui était excellent dans Drive My Car de Hamaguchi Ryusuke. Kamen Rider Black Sun place son action en 2022, plus de 50 ans après l'introduction des Kaijin dans la société japonaise. À savoir des mutants à l'apparence humaine, au vieillissement ralenti, dont l'origine est inconnue, et qui peuvent se transformer en créatures hybrides à l'aspect animal et à la force décuplée. Entre précarité, racisme et ségrégationnisme, la situation des Kaijin semble plus tendue que jamais. Et ce, malgré la présence du parti Grogom, parti politique Kaijin en place depuis les années 70, qui semble depuis avoir trahi tous ses idéaux de justice sociale. Dans cette instabilité constante, une jeune fille humaine du nom de Izumi Aoi devient le visage du militantisme contre la discrimination des Kaijin. Dans l'ombre, les hautes instances du pouvoir s'inquiètent de la mort prochaine du Creation King, une sorte de grosse créature insectoïde capable de sécréter un liquide étrange qui semble étroitement lié à la condition des Kaijin. Alors que ces mêmes figures politiques veulent s'emparer d'une gemme appartenant à la jeune femme, elle sera protégée par un quarantenaire boiteux, Minami Kotaro, que ses adversaires connaissent sous le nom de Black Sun. Une lutte sans merci s'engage alors entre Black Sun, son camarade d'enfance Shadow Moon et Grogom. Le tout entrecoupé de flashbacks dans les années 70, où l'on voit le passé militant progressiste radical de nos personnages. Ce résumé a dû en faire tiquer plus d'un. Déjà parce que hors contexte c'est super bizarre, les connaisseurs auront reconnu ici quelques noms qui leur sont familiers. La série est en effet un remake de Kamen Rider Black, possiblement la plus acclamée des saisons de la franchise. Mais dans Kamen Rider Black, il n'était pas question de groupes militants, de ségrégationnisme ou de complot politique. Et ne pensez pas là que nous extrapolons autour des métaphores de la série. Elle est véritablement aussi vénère que ça, et n'hésite absolument pas, malgré ses personnages en costume d'animal et ses combats de kung-fu à base de pierres magiques, à être ultra crue sur la violence qu'elle propose, et même sur l'imagerie parfois tellement assumée et jusqu'au boutiste qu'elle pourrait même frôler le mauvais goût.
Et en plus, elle est clairement engagée et n'y va pas de main morte. Ça parle frontalement de lynchage, de violence policière, de racisme systémique, sans lésiner sur la radicalité. Entre dire que la social-démocratie est une traîtrise ou que la violence politique est totalement justifiée, voire nécessaire, quand un groupe opprimé est menacé dans son existence même, et ce, y compris sur les garants même de l'autorité. Bref, waouh, putain, on est dans Kamen Rider, pour rappel. On était juste là pour du karaté de sauterelle à moto, quoi. Putain. Mais étrangement, ça marche. C'est peut-être justement la radicalité revendiquée de l'œuvre ou l'absence totale de cynisme de sa proposition, mais on se prend au jeu et on accepte ce mélange étrange de tokusatsu et de thriller politique gauchiste. Après, n'oubliez pas que Kamen Rider, ça a toujours été politique d'une certaine manière. Et oui, n'oubliez pas que Shocker, l'organisation ennemie des premiers Riders, c'était des néo-nazis dans le texte quand même. Et ils se font bien tabasser par nos héros. Basé. Vous l'aurez compris, Kamen Rider Black Sun s'adresse à un public adulte et averti. C'est d'ailleurs la première fois que c'est autant le cas dans la franchise. Et la série en profite d'ailleurs, parce que c'est quand même sacrément vénère niveau violence. Bon, c'est pas non plus du torture porn, hein. Mais on n'a pas peur de décapiter des mecs, arracher les tripes des monstres ou écraser la tête des sales racistes comme des pastèques. Et d'ailleurs, franchement, les combats sont plutôt cool. Est-ce que Kamen Rider Black Sun vaut le coup? Bon, déjà, on va se mettre d'accord. Malgré toute l'affection que nous pouvons avoir pour elle, la série n'est pas ce qui se fait de mieux dans la franchise. Mais clairement, on reste dans le très bon. Soyons honnêtes, ce n'est pas par sa réalisation que la série brille. Comme beaucoup de séries et de films de ce calibre sortis ces 15 dernières années, Black Sun est assez laid. La photographie n'est pas incroyable, elle est assez plate et a tendance à tirer vers le marron terne. Beaucoup de scènes sont éclairées dans ce jaune un peu pipi, dans lequel baignent tellement d'œuvres contemporaines slopesques. Mais en vrai, c'est pas le pire exemple. Les scènes de bagarre et d'effets spéciaux ont déjà une meilleure tête. Et toutes les scènes ne sont pas au même niveau, les passages dans les années 70 étant probablement les plus moches. Par contre, là où ça brille, c'est clairement la production design. Sérieusement, regardez-moi ces costumes de malade, la gueule incroyable de Shadow Moon et de Black Sun. Et puis même tous les kaijin dont l'apparence grotesque qui assume l'héritage carton-pâte du genre, qui jure totalement avec le ton de la série. Ça vaut le coup d'œil quand même. Et puis la série est bien écrite. Bon, c'est pas The Wire ou Les Sopranos. Mais pour un thriller politique sur fond de tokusatsu, ça fonctionne drôlement bien. On s'attache à tout le monde, on reste accroché par le numéro d'équilibriste que fait la série qui parvient toujours à ancrer son univers dans une réalité politique tangible. Franchement, c'est carrément bien. Et c'est une bonne porte d'entrée pour qui veut s'intéresser au toku, mais qui se sent refroidi par le ton et l'aspect traditionnel et enfantin que propose souvent le genre. C'est là-dessus que s'achève la reco du mois. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez encore faim, préparez vos PSP ou vos émulateurs, parce qu'on a encore une autre œuvre à vous proposer avant de nous quitter.